Alors, c'est parti. On va s'attaquer à une étape vraiment fondamentale pour quiconque veut construire un robot de trading qui tienne la route en MQL5. La grande question, c'est comment on fait pour construire un robot de trading sans que ça se transforme en un véritable plat de spaghetti dans le code. Parce que, franchement, partir de zéro, c'est la recette parfaite pour le désastre. Ça devient vite le chaos, impossible à débugger, et les ordres, eh bien, ils ne sont pas fiables du tout. Non, il nous faut une approche beaucoup plus structurée. Pour bien comprendre la différence, imaginez ça. C'est un peu comme essayer de monter un meuble, mais juste avec un marteau. C'est possible? Peut-être. Frustrant? Assurément. D'un autre côté, il y a l'approche où on utilise une boîte à outils professionnelle. Et là, tout de suite, c'est plus simple, plus fiable, plus rapide. On passe de la frustration à un résultat propre et solide. Justement, parlons-en de cette boîte à outils professionnelle. On va explorer ça tout de suite. Il s'agit en fait d'une classe super puissante qui est déjà intégrée dans MQL5. Pas besoin de la chercher bien loin. Alors, pour pouvoir utiliser cette boîte à outils, la toute première chose à faire, c'est de dire à notre programme où elle se trouve. C'est simple, il suffit d'inclure un fichier qui s'appelle trade.mqh. En faisant ça, c'est comme si on utilisait la clé pour ouvrir la porte de l'atelier, on se donne accès à tous les outils. Et ce qu'il y a à l'intérieur de cet atelier, c'est la classe TradeAid. Et là, attention, c'est une bibliothèque énorme, préconstruite, avec plus de 1700 lignes de code. Imaginez un peu le temps que ça économise. Toute la gestion complexe des ordres, tout ça a déjà été fait, testé et validé. C'est un gain de temps monumental. Du coup, pourquoi s'embêter à réinventer la roue? Les avantages sont évidents. On facilite l'entrée en position, on utilise des fonctions qui ont déjà été débuguées, tout est optimisé pour être performant, et surtout, on réduit drastiquement le risque d'erreur. Ça permet de se concentrer sur l'essentiel, la stratégie de trading, et non pas sur la mécanique de base. Ok, donc on a la boîte à outils. C'est super, mais avoir les outils ne suffit pas. Maintenant, il faut les prendre en main et les faire travailler. Il faut leur donner vie. Et pour ça, il faut comprendre une distinction hyper importante, la différence entre une classe et un objet. Pensez-y comme ça, la classe, c'est le plan d'architecte d'une maison. Le plan en soi ne fait rien. L'objet, c'est la maison construite à partir de ce plan. C'est la maison qui est réelle, qu'on peut utiliser. C'est l'objet qui va exécuter les actions. Donc ce qu'on va faire, c'est créer un objet à partir de la classe CTrade. En gros, on va utiliser notre plan pour créer notre artisan. Et c'est cet artisan, cet objet, qui va avoir accès à toutes les fonctions de la boîte à outils et qui va faire le travail pour nous. Maintenant que notre artisan est prêt à travailler, on doit lui donner 2 instructions. 2 règles d'or absolument critiques pour qu'il opère de manière sûre et correcte. C'est son identité et ses limites. Voilà le problème que ça résout. Imaginez qu'il y ait plusieurs robots qui tournent en même temps sur le même compte, ou même des trades passés à la main. Comment savoir qui a fait quoi? C'est là que le Magic Number entre en jeu. Il permet de différencier les trades de notre système. Sans ça, ce serait un chaos total. Ce Magic Number, c'est tout simplement un identifiant unique. Un numéro, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, qu'on va assigner à notre robot. Ce numéro va agir comme une signature, un tampon apposé sur chaque ordre. Comme ça, le robot sait exactement quels sont ses trades et il ne touche pas aux autres. C'est sa carte d'identité en quelque sorte. La deuxième règle, c'est le slippage. Qu'est-ce que c'est? C'est la différence maximale qu'on autorise entre le prix qu'on demande et le prix qu'on obtient réellement. Il faut le voir comme une marge d'erreur, une tolérance. C'est une protection hyper importante, surtout quand le marché bouge très vite, pour éviter de se retrouver avec un prix d'entrée complètement différent de ce qu'on voulait. Et pour notre configuration, on va être plutôt strict. On va mettre une valeur de 1. Ça veut dire qu'on accepte 15 heures pips de décalage au maximum. On cherche la précision, on veut éviter les mauvaises surprises. Bon, on a toutes les pièces du puzzle. La boîte à outils, l'artisan, sa carte d'identité et sa marge de tolérance. Il est temps de passer à l'assemblage final. Voyons comment tout ça se connecte concrètement dans le code. Le processus est assez simple au final. D'abord, on va lier le Magic Number à notre objet. Ensuite, on fait pareil avec la valeur du slippage. On lui donne ses instructions. Puis, étape cruciale, on active l'objet au moment où le robot démarre. Et, tout aussi important, on le désactive, on le nettoie quand le robot s'arrête. C'est une question de propreté. Le point clé ici, c'est qu'en liant ces paramètres, on s'assure que chaque action, absolument chaque ordre passé par notre objet, respectera nos règles. L'identité du robot et sa tolérance au risque sont gravés dans son code de fonctionnement. Il ne peut pas y déroger. Et ça, c'est une illustration parfaite de ce qu'on appelle une bonne gestion de la mémoire. C'est très simple. Quand le robot démarre, dans la fonction onInit, on crée notre objet trade. Et quand le robot s'arrête, dans onDayInit, on le supprime avec delete. C'est propre, c'est net, et ça évite les fuites de mémoire qui peuvent faire planter le système. Et voilà, le robot est configuré, il est prêt, les fondations sont solides, la question n'est plus de savoir comment il va passer un ordre, mais plutôt quand il doit le faire. Quelle sera sa première action?
Tout ça maintenant, ça dépend de la stratégie qu'on va lui donner à exécuter.